Bonsoir à tous. Merci à tous d'être présents ce soir pour cette nouvelle conférence sur l'impartialité et l'indépendance des magistrats. Et merci tout particulièrement à nos trois intervenantes d'avoir répondu à notre Voilà. invitation. Rapidement, je vais présenter l'association pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas. L'association Alpine Juris est une association qui est composée et dirigée par une équipe d'étudiants juristes de l'Université de Bordeaux et nous organisons différents événements pour les étudiants, notamment des conférences comme celle de ce soir sur des thématiques juridiques diverses et d'actualité, mais également d'autres événements, par exemple des ateliers pour orienter les étudiants sur différents parcours et les aider en termes d'information, notamment sur les débouchés. Donc ce soir, on se retrouve pour une nouvelle conférence. Donc on a intitulé l'indépendance et l'impartialité des magistrats. Pour le déroulé de la conférence, on va commencer par une petite introduction rapide et une présentation des intervenants avant de passer à une partie qui sera plus pour définir les termes du sujet, qui sont quand même des principes qu'il est nécessaire de définir avant de passer aux questions, qui seront organisées autour de deux axes. Un premier sur l'impartialité, un second sur l'indépendance. Et enfin, on gardera une demi-heure pour répondre aux questions du public. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On s'occupera de les récupérer et de les transmettre à la fin à nos trois intervenants. Donc, l'indépendance et l'impartialité des magistrats. L'indépendance et l'impartialité, bon, ce sont deux notions qui relèvent du langage courant et qui parlent quand même, je pense, à beaucoup, mais qui reçoivent en droit une définition et une acception particulière et spécifique, et qui fait notamment que ces deux principes ne doivent pas être confondus. Pour autant, et on le voit ce soir, hein, on les aborde quand même assez souvent ensemble, ce qui peut se justifier par le fait que ce sont deux principes quand même qui visent à assurer et à garantir la confiance des justiciables dans la justice et dans l'institution judiciaire, qui se manifeste notamment par un ensemble d'obligations déontologiques. Donc on voit bien là que ce sont quand même deux notions qui ont de réels enjeux pratiques et qui sont notamment empreintes d'actualité. Lorsqu'on peut penser notamment à la nomination récente de Maître Dupond-Moretti en tant que garde des Sceaux et au projet qu'il a proposé le 2 mars et qu'il a d'ailleurs précisément intitulé avant-projet de réforme pour restaurer la confiance de nos concitoyens dans la justice et qui touche notamment particulièrement les magistrats. Voilà. Bon, on parlera de ça ce soir, mais pas seulement parce qu'on a souhaité quand même aborder d'autres questions qui sont peut-être un petit peu moins traitées dans les médias, et notamment en ce qui concerne l'impartialité, tout ce qui touche à l'apprentissage, entre guillemets, de l'impartialité par les magistrats et de la compatibilité de cette exigence avec leur vie privée. Et pour l'indépendance, on parlera notamment des garanties de l'indépendance, du corps unique de la magistrature et évidemment donc de ce fameux projet de réforme. Avant de commencer, donc, je m'adresse à nos intervenantes pour qu'elles se présentent. Madame Bonis, je vous laisse la parole en premier. Oui, bonsoir à tous. Je m'appelle donc Evelyne Bonis. Je suis professeure à l'Université de Bordeaux, où j'enseigne la procédure civile et la procédure pénale principalement, ce qui m'amène à traiter aussi de ces questions d'indépendance et d'impartialité. Je serai donc, je pense, en mesure de définir ou de replacer un peu le débat par rapport aux connaissances qui peuvent être celles des étudiants, je suppose nombreux dans notre public. Mais je suis également directrice de l'IEJ de Bordeaux,
donc en charge notamment de la préparation au concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature, ce qui peut m'amener peut-être à aussi donner quelques conseils dans la manière de préparer ce concours et notamment les questions en lien avec la déontologie, même si la déontologie, on ne l'apprend pas à proprement parler à l'université. Je crois que c'est l'école qui s'en charge, mais pour avoir discuté souvent avec les étudiants, il me semble qu'il y a quand même un besoin aussi de se sensibiliser à ces questions, de faire la différence entre une obligation juridique, un texte pénal, par exemple, de procédure pénale, et une règle déontologique. Donc, j'aurais plaisir à échanger avec les magistrats qui nous accompagnent. Merci beaucoup. Madame Brugère, je vous laisse la parole. Merci. Vous m'entendez là? Je suis en muet, je crois. Oui, non, très bien, on vous entend. Ah, très bien, parfait. Alors, bonjour d'abord. On ne vous entend plus. Je ne sais pas si je pourrais répondre à toutes les questions car il y a des grands professionnels, voilà, des professeurs qui sont peut-être mieux armés. Ceci dit, je parle un petit peu à plusieurs voix puisque j'ai plusieurs casquettes. Celle-ci étant complémentaire évidemment, mais d'abord je suis magistrat depuis une vingtaine d'années. Essentiellement, non, je vais dire totalement pénaliste, car je n'ai exercé que des fonctions pénales, mais j'ai pu exercer, et ça va être aussi un de vos sujets tout à l'heure, des fonctions au siège et au parquet, puisque comme vous le savez, c'est une particularité de notre système qui permet de passer du siège au parquet pendant toute sa vie professionnelle, sujet d'ailleurs qui aujourd'hui est sur la table pour savoir s'il faut réformer ce système et qui sera peut-être évoqué d'ailleurs dans les discussions. J'ai une deuxième casquette, il se trouve que... Alors, j'ai aussi exercé à la chancellerie, ce qui est aussi une autre casquette quand on est magistrat, et ce qui est aussi une spécificité de notre système qui n'est pas une évidence. Un magistrat qui exerce à la chancellerie au ministère de la Justice et donc complètement, j'allais dire, sous une autorité pour le coup très clairement définie, mais c'est aussi une possibilité de notre système. Alors, ma deuxième casquette, c'est que je m'occupe d'un syndicat de magistrats, qui est le syndicat Unité Magistrat, qui est le seul syndicat confédéré dans la magistrature d'ailleurs, puisqu'on on se raccroche à en fait la Confédération Force ouvrière, et on a une spécificité, c'est qu'on est très transversal puisque on est au sein d'une union justice, au sein du ministère de la Justice, qui fait qu'on travaille avec toute la chaîne pénale, c'est-à-dire de la pénitentiaire jusqu'au greffier et tous les personnels en fait qui participent à l'œuvre de justice. Donc c'est quand même une vision aussi très particulière, et notamment puisqu'on est premier aussi dans la fonction publique d'État, ce qui est important pour votre sujet aujourd'hui, puisque c'est le statut, c'est-à-dire le statut de la fonction publique, qui est aussi un statut en pleine évolution et qui est extrêmement important. Donc voilà, j'ai aussi une autre casquette, c'est que je siège au conseil d'administration de l'École nationale de la magistrature. Voilà, ce qui me permet aussi d'avoir une vision et parfois un avis sur le contenu pédagogique, hein, ce qui est aussi un de nos sujets ce soir. Et j'ai aussi l'honneur de siéger au conseil d'administration de l'université Panthéon-Assas avec beaucoup de bonheur, ce qui me rapproche aussi des étudiants et ce qui me semble fondamental pour échanger ce soir. Enfin, ma dernière casquette, c'est que comme on est un syndicat, on est associé à toutes les réformes, c'est-à-dire que c'est une obligation dans le dialogue social, et donc on est magistrat, mais on donne notre avis sur les réformes en cours, on est des experts, y compris pour les assemblées, et à ce titre-là, on peut faire des propositions de réforme, voilà. Donc on a aussi une vision prospective et donc critique dans le bon sens du terme du système actuel. Merci beaucoup pour cette présentation complète. Madame Dorf, enfin. Oui, bonjour à tous. Alors, je suis complètement rassurée parce que je me dis qu'on ne va pas du tout faire Dupont et Dupont, les deux magistrats, parce qu'on a des parcours totalement différents. Donc, moi, je suis issue de la promotion 90. J'ai fait du civil et du pénal. J'ai une particularité qui ressortira certainement au niveau de mes réponses, c'est que j'ai passé 8 ans et demi à l'école de la magistrature, donc comme enseignante au civil, à l'international,
et comme sous-directrice des concours. Et puis aussi, j'ai un parcours en partie à l'étranger, puisque en plus des missions que j'ai fait à l'école, j'ai passé 2 ans au Maroc en détachement et où j'ai travaillé notamment sur la réforme de l'enseignement des professions judiciaires, donc de la formation des professions judiciaires, pardon, et avec toute une problématique justement sur l'indépendance, la partialité, comment se structure l'indépendance du pouvoir judiciaire, le ministère public. Donc, dans mes réponses, ça sera coloré un peu de ce parcours. Actuellement, ma casquette qui colle le plus, c'est celle de présidente de la Cour d'assises, puisque je suis arrivée donc en Guadeloupe en 2012, où j'ai pris la présidence de la Cour d'assises. Et après l'escapade au Maroc, je suis revenue en tant que présidente de chambre, à nouveau pour présider la Cour d'assises. Donc, c'est vrai que dans mes réponses, il y aura quand même une identité de présidente de Cour d'assises et un regard peut-être justement par rapport à la réforme qui est envisagée, un regard peut-être un peu particulier de par cette identité. Voilà, mais sinon, je suis sûre qu'on se rejoindra sur beaucoup de points. Voilà, je n'en dis pas plus, on ne va pas faire ma vie, mon œuvre, parce que sinon, ça va être... Merci beaucoup, ça confirme bien qu'on avait 3 intervenantes avec des qualités différentes et qui vont pouvoir apporter un vrai échange et de vrais points de vue divers. Alors, avant de passer sur les questions, on va faire un petit point de définition. Et là, je vais m'adresser plus particulièrement à Madame Bonis. Est-ce que vous pouvez nous définir donc, ces 2 principes que sont l'impartialité et l'indépendance, nous donner un petit peu leur champ d'application et notamment leur fondement juridique ainsi que leurs conséquences Merci. Je dirais que pour démarrer cette question, c'est vrai que ce sont 2 principes et 2 exigences très différentes, mais intimement liées, et il est tout à fait normal donc qu'ils soient associés dans la conférence ce soir, et ils le sont d'emblée dans les textes. Pour beaucoup d'étudiants, la première fois que l'on rencontre sur un plan juridique l'indépendance et l'impartialité, c'est lorsque l'on lit, me semble-t-il, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui, dans son article 6, paragraphe 1er, pose les exigences du procès équitable et indique que, je cite, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. » Donc voilà, de pair, ces 2 exigences qui ont vocation à s'appliquer de manière transversale, aussi bien donc aux magistrats du siège qu'aux magistrats du parquet, puisqu'il s'agit d'une exigence du tribunal dans sa fonction générale. Donc aussi bien au civil qu'au pénal, aussi bien au siège qu'au parquet. Une fois que l'on a dit cela, on a dit l'essentiel ou presque, et en même temps, il faut creuser un peu parce que si cette exigence est très classique, elle fait pourtant l'objet régulièrement de discussions et cette conférence de ce soir, elle pourrait être le reflet d'une conférence qui se tient tous les ans depuis 20, 30 ans, parce que la question, elle est presque toujours d'actualité et elle l'est, alors peut-être plus en 2021 qu'avant, mais il y a bien une dizaine d'années où sans cesse revient sur la table la question des garanties et de l'indépendance et de l'impartialité effective des magistrats, spécialement des magistrats du parquet. C'est d'ailleurs à propos d'eux que la réforme que vous évoquiez, l'avant-projet présenté par le ministre de la Justice, est davantage tournée, je crois que c'est plus à l'égard des magistrats du parquet qu'à l'égard des magistrats du siège que la question, ou en tout cas qu'il y a peut-être aujourd'hui un besoin de renforcer l'indépendance et l'impartialité, mais il n'empêche que ce sont 2 exigences qui s'appliquent aux 2. Pourquoi? Eh bien, l'indépendance, il faut la concevoir comme le fait de ne pas subir de pression de l'extérieur lorsque l'on rend la justice. Ces pressions, elles peuvent venir de tous horizons. Il peut s'agir des pressions des victimes, il peut des pressions qui viendraient des médias, qui viendraient de lobbies, de groupes de pression quels qu'ils soient,
également, et c'est sur ce point-là qu'il y a peut-être davantage de discussions, qui viendraient du pouvoir politique, au nom de notre sacro-saint principe d'indépendance de l'autorité judiciaire par rapport au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif. Mais ici, c'est davantage le pouvoir exécutif qui pose difficulté, et régulièrement des affaires plus ou moins médiatiques évoquent cette question, notamment en raison de l'organisation hiérarchique du parquet et du fait donc qu'il y a nécessairement un lien avec le ministre de la Justice. Cette indépendance, elle est malgré tout consacrée dans le texte, elle est prévue dans l'ordonnance de 1958 sur le statut de la magistrature, et on la retrouve également dans le code de procédure pénale à l'attention des magistrats du parquet et du siège. Elle figure également dans le code de l'organisation judiciaire. L'impartialité, quant à elle, est aussi une exigence que l'on trouve dans le code de l'organisation judiciaire, dans le code pénal également, mais elle renvoie à toute autre chose. Parce que cette fois-ci, on regarde moins la manière dont la justice va être rendue par rapport à l'extérieur que la manière dont un magistrat va se saisir d'une affaire. Et dans le cadre d'une affaire qu'il juge, le magistrat doit être impartial. Cela renvoie à deux idées, deux définitions complémentaires de l'impartialité qui sont dégagées par la jurisprudence européenne, notamment dans le cadre d'un arrêt Pirsac contre Belgique de 1982. L'impartialité doit d'abord être une impartialité subjective, personnelle. C'est l'idée que le magistrat ne doit pas avoir d'a priori sur un dossier, ne doit pas avoir d'opinion personnelle, d'avis, parce qu'il ne doit pas, par exemple, connaître les parties ou ne doit pas s'être exprimé comme ayant un sentiment, je dirais, personnel et particulier à l'égard de l'affaire qu'il va être amené à juger. Ça, c'est l'impartialité personnelle. En revanche, elle est complétée par une impartialité plus fonctionnelle au regard de son rôle, qui fait qu'un magistrat ne doit pas, un juge ne doit pas, en tant que juge, avoir déjà connu de l'affaire, car il pourrait alors avoir un préjugement sur celle-ci. Il pourrait ne pas souhaiter, par exemple, se démentir s'il avait déjà jugé l'affaire en première instance et qu'il était amené après à siéger en tant que membre de la juridiction d'appel. On pourrait penser qu'il n'aurait pas un regard totalement nouveau et totalement neutre sur l'affaire. Donc, voilà globalement la manière dont on peut définir ces deux termes. Qui, donc je le redis, vise tant les magistrats du siège que les magistrats du parquet, mais qui, pour les magistrats du parquet, pose sans doute davantage de difficultés pour deux raisons. Une difficulté s'agissant de l'indépendance, je l'ai dit tout à l'heure, au regard de l'organisation hiérarchique des parquets qui sont placés en dernier lieu sous l'autorité du ministre de la Justice, qui est donc une personne qui appartient au gouvernement et donc avec un lien inévitable à l'égard du pouvoir exécutif. Mais on rencontrera également une difficulté s'agissant des magistrats du parquet, s'agissant de l'indépendance, s'agissant de l'impartialité, alors même que depuis 2016, le magistrat du parquet doit appréhender l'affaire de manière impartiale. L'impartialité et la conduite de l'enquête à charge et à décharge est inscrite dans le code de procédure pénale. Là encore, cette exigence d'impartialité à l'égard des magistrats du parquet n'est pas évidente à mettre en œuvre dans la mesure où le parquet est le demandeur à l'action publique, du moins dans le champ pénal, et donc il est parti. Il est bien difficile de ne pas avoir d'avis, d'a priori sur une affaire, alors que l'on est parti dans cette affaire-là. Donc, statutairement et au regard de ses fonctions, statutairement, l'impartialité et l'indépendance sont exigées. Au regard ensuite des missions de chacun des magistrats, il est plus difficile peut-être de respecter ces différentes exigences.
toujours est-il, et je vais en rester là sur la présentation, que le thème est particulièrement bien choisi, puisque l'actualité est presque brûlante sur le sujet. Alors, je disais que ça fait longtemps qu'on parle d'indépendance, d'impartialité, mais depuis une dizaine d'années, on a eu déjà plusieurs lois, la loi de 2013, la loi de 2016. On a eu l'année dernière un avis du Conseil supérieur de la magistrature à la demande du président de la République. On a des rapports qui tendent à renforcer l'indépendance. On a des prises de position des magistrats et on a également de nombreuses décisions, qu'il s'agisse de décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, du Conseil constitutionnel, notamment sur ces questions d'indépendance et d'impartialité, et cela en l'espace de quelques mois, un an tout au plus. Donc la question est plus que passionnante et merci de la poser ce soir en présence d'un magistrat du siège et d'un magistrat du parquet, qui sont forcément toutes les deux très impliqués et qui vont pouvoir développer de manière plus pratique peut-être ces notions. Merci beaucoup pour cette définition plutôt complète. Je ne sais pas, Madame Brugère, Madame Dove, si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, Oui, dans l'heure qui vous convient, allez-y. Allez-y, je vous en prie. Je voulais dire qu'effectivement, c'est une question d'actualité. En ce qui me concerne, c'est vraiment mon quotidien, puisque à chaque début de session, je suis amenée à expliquer à des jurés qui sont donc juges pour quelque temps ce que c'est que l'impartialité et comment ils doivent se comporter. Et pour peut-être enchaîner sur ce dont on va discuter tout à l'heure, moi, je suis convaincue que l'impartialité, on n'est pas complètement impartial et ça s'apprend, ça se travaille. Voilà, donc pour certains, on doit travailler sans accélérer et pour d'autres, c'est le travail de toute une vie de magistrat, il me semble. Alors, juste, je ne sais pas, excusez-moi, vous avez terminé? Oui. Juste, oui, allez-y. Pardon, excusez-moi. Pour compléter cette excellente introduction sur des sujets en effet brûlants et non résolus, bien que la question soit posée depuis longtemps sur la table, il faut quand même avoir en tête, en effet, que la France a une position assez particulière par rapport aux autres pays européens et que ce qu'on appelle le parquet à la française, dont on peut être fier d'ailleurs, ou que l'on peut critiquer, commence à faire un peu exception au niveau européen, d'où la fragilité et le soupçon permanent qui pèse sur le parquet à la française. Donc il faut bien remettre ça dans un contexte d'évolution que vous avez très bien appelé dans votre définition au départ, qui fait qu'aujourd'hui il y a une pression, il faut en avoir conscience quand même, sur notre système. Pour autant, une fois qu'on a remis ça dans un contexte européen où justement, sur le plan statutaire, on estime que le parquet européen n'aurait pas toutes les garanties d'indépendance et aussi souvent d'impartialité, ce qui n'est pas lié nécessairement, hein, comme vous l'avez très bien défini. Ce sont quand même deux thèmes qui sont différents, même s'ils sont intimement liés. On peut être tout à fait impartial et être dépendant en réalité d'un pouvoir. Mais dans un monde idéal, il faudrait être totalement indépendant et impartial, puisqu'en fait, l'impartialité dépend aussi de son indépendance en grande partie. Donc, c'est vrai que notre système aujourd'hui est très fragilisé, d'où la question politique qui est récurrente sur plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est faut-il réformer notre système? Et on voit très bien qu'en France, on a beaucoup de mal à le réformer, puisque la réforme constitutionnelle qui est sur la table déjà depuis plusieurs années n'avance pas. Et elle est plutôt à minima par rapport à des projets qui ont déjà été élaborés. Donc, on voit qu'on a une grande difficulté aujourd'hui. Et à la fois, ce qui est très paradoxal, c'est que les mêmes politiques qui ont du mal à mettre sur la table cette réforme constitutionnelle pour donner plus de garanties d'indépendance au parquet critiquent aussi ce qu'ils appellent je dis bien ce qu'ils appellent, hein, parce que voilà, la politisation de la magistrature et donc l'impartialité qui pourrait en découler.
Alors, c'est une thématique qui est extrêmement actuelle, qui prend quand même des proportions assez nouvelles ces dernières semaines, parce qu'il y a pas mal de procès aujourd'hui de politique. Et c'est vrai qu'il ne faudrait pas que l'ambiance, j'allais dire, médiatique de ces procès pollue en réalité le débat qui doit être posé de façon extrêmement sereine et qui ne doit pas non plus tout mélanger, parce que vous êtes étudiant en droit, donc c'est plus facile, mais dans l'opinion publique, il est difficile de faire la part des choses entre le parquet, le siège, et on a des attaques récurrentes. Ce qui est important de rappeler, et vous l'avez très bien dit, c'est que l'impartialité est un socle commun depuis la loi de 2013 pour le siège comme pour le parquet. Il l'était déjà sur le plan déontologique, mais il est devenu sur le plan procédural, puisque en 2013, dans le code de procédure, on a de façon explicite demandé aux membres du parquet d'enquêter à charge et à décharge. Donc ça, c'est quand même une avancée. Sur l'impartialité, qui est une notion extrêmement intéressante, c'est vrai qu'elle est d'abord une exigence, elle est déjà un devoir. Moi, j'aime bien cette phrase de Camus qui dit le courage, ça s'organise. C'est-à-dire que je pense que l'impartialité aussi, ça s'organise. C'est-à-dire que je ne dis pas que c'est quelque chose qui s'apprend stricto sensu, mais c'est quelque chose qui s'organise par une méthode de travail, par une sensibilisation. On a aujourd'hui un recueil qui vient d'être publié par le Conseil supérieur de la magistrature qui monte en puissance pour définir au mieux ce que doit être l'impartialité, dont vous avez rappelé qu'elle a deux aspects, subjectif et objectif, hein, et qui se complètent tout à fait. Et juste pour terminer, pour ne pas être trop longue, sur la notion que vous avez aussi décrite d'indépendance, elle est quand même aussi à décliner sur plusieurs niveaux. L'indépendance, elle est sur le plan constitutionnel, elle est acquise, en tout cas sur la Constitution, l'autorité judiciaire est indépendante, mais elle se décline aussi au niveau fonctionnel, c'est-à-dire la subordination hiérarchique, au niveau statutaire, les garanties, inamovibilité, pas inamovibilité, et là c'est vrai que les magistrats du siège ont des garanties supplémentaires par rapport aux magistrats du parquet, puisqu'ils bénéficient de l'inamovibilité, mais aussi au niveau du déroulé de la carrière, les nominations. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais c'est un point d'entrée extrêmement important. Et puis, il y a un autre aspect qu'on oublie souvent et qui est important, c'est aussi au niveau budgétaire. C'est-à-dire qu'on estime que la justice aussi est indépendante si on lui donne les moyens de fonctionner au niveau budgétaire et même au sens plus large, mais ce sera peut-être trop long pour en parler aujourd'hui, sur sa capacité aussi à utiliser les forces de police, les capacités de police qu'on peut lui donner, etc., etc. Donc c'est un terme qui est très très large en réalité, l'indépendance. Et moi, je vous invite, si vraiment vous voulez continuer, et j'espère que vous le ferez, à travailler sur cette notion, c'est d'aller voir la commission d'enquête qui a eu lieu l'année dernière, qui a commencé l'année dernière, sur les obstacles à l'indépendance, les obstacles possibles en fait à l'indépendance de la justice, qui est une commission d'enquête qui a été faite par deux parlementaires, Didier Paris et Hugo Bernasilis, où il y a eu des auditions multiples, donc, qui n'ont pas toujours plu d'ailleurs aux politiques, mais qui ont permis d'auditionner énormément de personnes sur cette notion d'indépendance et tous les obstacles qui pourraient exister à l'indépendance de la justice en France. Voilà, je ne peux pas être trop longue non plus, mais cette enquête démontre bien qu'on est au cœur de l'actualité, au cœur d'un sujet qui est extrêmement politique et qui ne devrait pas l'être en réalité, puisque c'est le cœur de notre légitimité, c'est le cœur de la confiance, et l'indépendance de la justice, c'est le socle pour un bon fonctionnement dans une démocratie. Merci beaucoup pour cette entrée en la matière plutôt complète. On va passer donc au cœur de la conférence. On va commencer par un premier axe sur l'impartialité des magistrats et je vais laisser la parole donc à Adélie pour les questions de ce premier axe. Donc, bonjour à tous. Donc, pour commencer sur l'impartialité, Madame Neuf nous a dit que l'impartialité, ça s'apprend et ça se travaille. Donc justement, ma première question sera sur comment cette impartialité peut s'apprendre.
Alors, on mettra peut-être de côté la question des jurés, puisque c'est très ponctuel. Mais par exemple, sur les magistrats, comment ça s'apprend à l'ENM, mais aussi en pratique une fois en poste? Je peux commencer, puisque vous êtes adressé à... Oui, allez-y, comme vous souhaitez. Donc, effectivement, j'estime que ça s'apprend. J'ai donné l'exemple des jurés parce que c'était un exemple actuel pour moi, mais je peux en parler aussi par rapport à mon expérience à l'école de la magistrature, puis par rapport à mon expérience d'ex-jeune magistrat. C'est-à-dire, l'impartialité, c'est un savoir-être. Donc, ça ne peut pas s'apprendre dans les livres. Je suis d'accord avec Madame Bonis. C'est pas de la théorie, ça ne peut pas s'apprendre à la fac. On peut en parler, mais on ne peut pas l'apprendre parce qu'il faut l'expérimenter. Donc, ce savoir-être, l'école de la magistrature, elle doit mettre les futurs magistrats en capacité de l'expérimenter. Donc, et d'avoir des signaux qui s'allument quand une difficulté peut surgir. Je m'explique. Quand je suis sortie de l'ENM, moi, ça fait bien longtemps, certes, mais on n'avait pas du tout de formation éthique et déontologie. Il n'y avait pas de recueil d'éthique et déontologie. Donc, on nous disait que le magistrat était impartial, donc du coup, on se sentait impartial. Mais en réalité, on n'attirait pas du tout notre attention sur les difficultés concrètes qu'on allait rencontrer. J'arrive et je suis invitée par les avocats et les huissiers à un repas et on me parle des frais des huissiers, etc. Est-ce que là, on n'est pas en train de me piéger? Des petites choses comme ça qui sont peut-être moins médiatiques, mais qui sont du quotidien du magistrat. J'arrive dans un ressort, dans une ville, et je reçois des invitations gratuites pour aller voir un match, etc. Là, alors vous allez me dire, ah oui, mais là, c'est peut-être l'indépendance. Alors, ça s'imbrique un peu parce que si je me laisse piéger et que je crée des dépendances, du coup, je ne vais plus pouvoir être impartial. Donc, même si au fond de moi-même, je me sens impartial, je vais donner à voir, et c'est ça l'impartialité objective, que je dépends de telle ou telle personne ou que j'ai des accointances avec telle ou telle personne et que du coup, je pourrais favoriser certains citoyens par rapport à d'autres. Donc, moi, j'étais un petit peu, j'ai mes souvenirs de première année de fonction où j'ai vraiment expérimenté. Je me suis dit, oula, là, n'y va pas, il y a une ligne rouge, mais on ne m'avait pas balisé le chemin. Quand je suis arrivée à l'ENM, c'était en 2004 comme enseignante, la première chose qu'on m'a dit à l'entretien pour entrer à l'ENM, pour être recrutée, on m'a dit, est-ce que vous êtes intéressé par l'éthique et la déontologie? Alors, je dis oui, tout à fait. Je fais passer la matière pour le CAPA de Paris. On m'a dit, oui, mais la déontologie des magistrats, ce n'est pas pareil que celle des avocats. Je suis d'accord, mais c'est quand même de l'éthique et de la déontologie. Et on a commencé à développer, effectivement, à ce moment-là, se développer des enseignements sur l'éthique et la déontologie. Donc, le CSM venait, il n'y avait toujours pas de recueil, hein, et on a travaillé à partir de cas pratiques et de mise en situation, parce que pour enseigner un savoir-être, ça ne s'apprend pas dans les livres. Il faut voir comment on réagit à une situation donnée. Je prends un exemple quand vous apprenez à conduire. Vous savez très bien qu'il ne faut pas dire des grossièretés quand on est au volant, parce que ça ne se fait pas. Mais tant que vous n'êtes pas assis dans une voiture et qu'on ne vous a pas grillé un stop sous le nez, vous ne savez pas que vous êtes extrêmement vulgaire. Donc, c'est en situation qu'on va savoir comment on réagit. Donc, il faut donc mettre les auditeurs de justice, alors ce n'est pas facile, mais face à des situations où on va leur demander de repérer dans un récit s'il y a des manquements ou s'il y a un risque pour leur impartialité ou pour l'impartialité du juge dont on raconte l'histoire, et aussi les mettre en situation avec des exercices de simulation. Alors, je n'ai pas vérifié honnêtement si ça se fait toujours, mais ça m'étonnerait qu'on ait laissé tomber ça et qu'on le fasse de manière très théorique. Ça me paraît vraiment indispensable que ça soit fait sous forme de mise en situation. Après, on ne pourra pas être exhaustif. La formation, ça consiste à mettre en place un réflexe, mettre en place une vigilance qui fera que dans sa vie professionnelle future, le jeune magistrat, et le plus vieux d'ailleurs, parce que ça arrive encore d'avoir des problèmes face auxquels on n'a jamais été antérieurement, qu'on sache réagir face à une situation qui porte atteinte. Alors souvent, ce n'est pas son impartialité subjective, parce que
on a eu envie d'être magistrat, donc je ne vais pas être idéaliste, mais souvent, subjectivement, on est impartial. Mais on peut donner à voir qu'on ne l'est pas. Parce que on a discuté ostensiblement avec notre collègue du parquet ou avec l'avocat de la défense, on a ri autre chose qui n'a rien à voir avec le procès, de façon visible, et des justiciables peuvent se dire que finalement on est de connivence avec les uns ou avec les autres. Donc tout ça, c'est du savoir-être et c'est aussi du savoir-faire, savoir ne pas montrer une apparence de partialité alors qu'en réalité, on l'est. Enfin, j'espère que pour les collègues, on l'est. Donc, tout ça se travaille, mais ça me paraît indispensable de mettre en place l'impartialité. Alors, juste un petit lien avec le projet de réforme qui est censé rétablir la confiance en la justice, etc., qui dit par exemple, vous allez dire, obsédé par la cour d'assises, mais qui dit il y a plus de confiance si on met 7 voix oui pour condamner que 6 voix oui parmi dans la cour d'assises. L'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait tous les jurés qui disent oui pour que ça soit oui. Donc, c'est une idée qui me semble un peu curieuse. Ça veut dire que en fait, ceux qui sont plus impartials, ça serait ceux qui n'ont jamais été formés à ça, qui auraient tous l'impartialité infuse, alors que nous, on aurait été déformés par notre formation, certes imparfaite. C'était un peu comme la question de l'humanité du juge, où quand on a commencé les stages avocats, qui sont très utiles, j'en ai fait un et j'étais très contente de le faire, on considérait que tous les avocats avaient l'humanité infuse et que les magistrats qui ne savaient rien de ça allaient apprendre l'humanité dans les cabinets d'avocats. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais il y a un peu une défiance envers la formation, c'est-à-dire on a l'impression que sur ces questions-là, la formation, elle déformerait au lieu de former. Alors que moi, je suis convaincue qu'on peut travailler cette question et qu'on n'est pas impartial. D'accord, merci. Est-ce qu'une autre intervenante souhaite réagir sur ce qui vient d'être dit? Alors, peut-être pour compléter, pour aller dans le même sens d'ailleurs que ce que vient de dire Madame sur l'impartialité, j'ai exactement la même expérience, c'est-à-dire que la déontologie, quand j'étais à l'École nationale de la magistrature, n'était absolument pas enseignée, j'allais dire, comme un module extrêmement important. Donc, on assiste à une vraie montée en puissance. Peut-être quand même faire attention aussi à ne pas faire un focus non plus trop important sur la déontologie. Je m'explique, c'est-à-dire que je participe en ce moment à l'audit de l'École nationale de la magistrature qui a lieu, puisque l'École nationale de la magistrature devrait faire l'objet d'une réforme avec sa nouvelle directrice. Et il nous semble qu'on est parti de pas grand-chose dans l'enseignement à quelque chose qui est devenu extrêmement important, et tellement important que du coup, c'est presque un enseignement de la déontologie punitif. Je m'explique, c'est-à-dire que à force de voir partout, si vous voulez, des possibilités on va dire, pas de conflit, mais d'intérêt, mais en tout cas potentiellement d'impartialité, on fragilise aussi les magistrats, c'est-à-dire qu'ils ont un peu peur de tout, c'est l'inverse. Et même, on voit aujourd'hui une rupture avec les avocats, c'est-à-dire parler à un avocat peut devenir même un problème. Donc, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Donc, moi, je pense que c'est très bien que la déontologie soit enseignée, mais encore une fois, il faut garder un bon équilibre. Et comme disait Madame très justement, ça peut en effet s'enseigner en partie. Je pense que
il y a des choses qui ne s'enseignent pas. Vous êtes courageux, vous n'êtes pas courageux, vous êtes droit, vous n'êtes pas droit, mais ça peut s'encadrer et ça peut en effet mieux se diriger. Et il y a un travail à faire, en tout cas, il y a une sensibilisation à faire sur des vertus qui sont celles de la droiture, de la probité, de la bonne foi, de la loyauté. Mais j'allais dire, heureusement que quand on devient magistrat, on est attiré par ces vertus. Moi, je rappelle simplement, et c'est important de le rappeler, que les magistrats, ils prêtent serment, c'est pas anodin. Je crois qu'il faut le rappeler. Un serment, alors c'est vrai que dans notre société, souvent le serment a un petit peu perdu de sa valeur. Moi, je crois qu'au contraire, le serment, c'est très fort. Il y a quelque chose de sacré. Le fait de prêter serment quand on est jeune magistrat, ça engage énormément. Hein, même si le sermon, d'ailleurs, la formule a été modifiée sous Christiane Taubira, puisqu'on a enlevé le mot religieusement. Je pense que quand même ce serment reste quelque chose de très fort, qui doit être un peu comme un pare-feu pour les magistrats et qu'il faut leur rappeler. Voilà, vous êtes sous serment de rendre justice. Après, il y a des choses, en effet, qui s'apprennent ou qui se sensibilisent. Et en effet, aujourd'hui, on a un recueil qu'on n'avait pas, en tout cas, moi, je ne l'avais pas non plus à l'époque, un recueil qui est aussi un guide. Mais il y a d'autres outils qui sont arrivés aussi. Il y a aujourd'hui une veille déontologique, il faut le savoir, qui a été créée, qui est proche du conseil, enfin, qui est hébergée par le CSM, qui permet, quand on a un doute, justement, de poser la question à des magistrats qui sont là pour vous répondre. Mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi la déclaration d'intérêt, qui a été aussi un événement assez important. Ça, c'est après l'affaire Cahuzac, les magistrats ont eu, alors on en pense ce qu'on veut, mais cette obligation, quand ils arrivent pour prendre un poste, à chaque nouveau poste, de faire une déclaration d'intérêt. Et quelque part, ça les oblige à chaque fois à réfléchir, si vous voulez, à leurs intérêts, ce qui n'était pas une évidence, puisque en fait, on changeait souvent de poste et on se posait pas nécessairement ces questions. Et comme l'a dit très justement Madame Doff, en fait, c'est surtout beaucoup de prudence, c'est-à-dire ne pas être piégé dans des relations quand on est magistrat, c'est-à-dire avoir cette prudence de ne pas s'afficher quand on arrive dans une nouvelle région. On est souvent invité, justement, d'avoir cette prudence parce qu'on peut être appelé après à juger des dossiers où on a rencontré des personnes. Donc, ça a un impact, il faut quand même le dire, sur sa vie privée. Je ne dis pas qu'il faut avoir une vie privée monacale, mais en tout cas, il faut avoir une véritable prudence permanente. Après, il y a d'autres éléments qui sont organisés pour l'impartialité et qui sont très forts. C'est l'obligation de motiver. Et en fait, il faut le rappeler, la motivation vous oblige à poser votre pensée, à expliciter de façon claire et nette pourquoi vous avez pris cette décision. Et ça, c'est important dans ce travail d'impartialité, c'était de motiver votre décision. Un autre élément aussi qui aide le magistrat sur l'impartialité, c'est la collégialité, parce que la collégialité vous oblige à vous confronter à une altérité, à d'autres, justement, puisqu'il y a aussi cette impartialité subjective qui est celui du préjugé, des impressions d'audience, des impressions, on est tous le fruit d'une histoire, et le fait d'avoir de la collégialité au maximum dans toutes nos décisions, je pense, est un véritable outil pour l'impartialité, parce que ça vous oblige à expliquer à l'autre pourquoi vous prenez cette décision par rapport aux faits et en droit. Et ça, on a une tendance aujourd'hui, malheureusement, alors pas pour ceux qui sont à la cour d'assises, mais avoir beaucoup de juges uniques. Et quant à la réforme sur la cour d'assises, qui s'inscrit dans un projet de loi qui s'appelle « Comment rétablir la confiance dans la magistrature ». Je partage tout à fait l'analyse qui vient d'être faite par Madame. C'est plus, pour le coup, sur cet aspect de la cour d'assises, une décision de défiance en réalité. C'est-à-dire que c'est assez étonnant. On a l'impression qu'il faudrait beaucoup plus de jurys parce que les magistrats professionnels influencerait finalement les jurés et qu'il faut les mettre au maximum en minorité.
Moi, je ne partage pas du tout cette approche. Je pense que c'est une approche de défiance, au contraire, et pas une approche de confiance. Pas parce que les jurés ne peuvent pas être de bons juges, ce n'est pas ça, c'est parce que c'est un préjugé. Voilà. Et donc, comme tous les préjugés, je pense qu'ils doivent être combattus. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit une disposition qui réellement soit en phase avec la crise de légitimité, de confiance que traverse la justice, et qui trouve peut-être ses causes dans d'autres phénomènes que la cour d'assises spécifiquement, qui d'ailleurs est plutôt très appréciée par les citoyens français. Et, ce qui est intéressant, c'est que ça croise la question de la légitimité du juge en réalité. Parce que quand on dit il faut qu'il y ait plus que le citoyen lambda il est plus à même de juger, c'est parce qu'on estime qu'il a une légitimité, parce qu'il est tiré au sort sur les listes électorales, un peu comme serait un juge élu, mais précisément la légitimité démocratique, c'est souvent tout le contraire de l'impartialité. Donc nous, notre système, j'ai eu des discussions comme ça aux États-Unis avec des magistrats américains, on ne s'en sort jamais, parce que pour eux, c'est « Ah, mais vous vous trouvez légitime parce que vous venez d'une école, mais vous n'êtes pas élu. » Parce que nous, notre légitimité, elle est censée reposer sur le fait qu'on s'impose l'impartialité et elle repose justement sur cette déontologie. Notre système, il est comme ça. Et on confond un peu souvent la question de la légitimité à juger et de la partialité. Pour faire part de mon expérience dans un département ultramarin, quelquefois, il y a des collègues qui sont complexés en disant c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de collègues parce qu'il n'y a pas beaucoup de vocations. Quand j'étais sous-directrice, j'ai essayé de motiver les candidats ultramarins. Donc, on n'a pas beaucoup de collègues qui sont de la région, qui vont juger. Et du coup, on renvoie quelque chose qui est un peu désagréable d'une justice de blanc qui juge des Antillais. Et du coup, on se dit, ah, mais sont-ils bien légitimes? Alors, peut-être pas. Mais en tout cas, ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas être impartial. Je dirais peut-être au contraire. Si moi, je vais dans les Yvelines où j'ai fait toute ma scolarité et je juge des gens qui étaient au lycée avec moi, je crois que je serais moins impartiale que je ne le suis ici où je suis un peu importée. Enfin, maintenant, ça fait un moment que je suis là. Donc, il y a un peu une confusion, je pense, dans la discussion entre ce qu'on estime être la légitimité du juge. Ça peut se discuter, hein. Il y a des pays où le juge il est élu, il y a des pays où c'est autrement, mais il ne faut pas confondre ce débat-là avec celui de l'impartialité, parce que précisément, si on est élu ou si on est acquis à une cause, si on est des pairs, ben, on n'est justement peut-être pas très impartial. Donc, je pense que la confusion elle crée beaucoup la polémique. Parce que si on discutait que de l'impartialité, il n'y aurait pas de souci. D'accord, merci beaucoup. Donc, je vais passer à la question suivante, qui va être une question plus pratique, puisque Madame Dove, vous disiez qu'il ne fallait pas montrer d'apparence de partialité. Et donc, je voulais savoir comment ça pouvait s'articuler avec une vie privée, notamment aux réseaux sociaux, mais aussi à des engagements dans l'univers syndical, par exemple. Alors, sur les réseaux sociaux et la vie privée, effectivement, ça fait partie des sujets qu'on aborde à l'ENM, mais pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur une composition, par exemple, sur la partialité objective, si je juge un viol et que j'ai tiré au sort que des femmes, on va se dire, ah, est-ce qu'elles sont bien impartiales finalement pour juger un homme qui a commis un viol, parce que dans la représentation collective, des femmes vont être plus sévères, ce qui est faux. Mais donc, on va faire en sorte, quelquefois, de ne pas donner à voir que peut-être il n'y aurait que des femmes. Moi, par exemple, j'aime bien quand mon jury est mixte. J'aime bien quand, parmi mes collègues, il y a des Antillais, parce que du coup, je ne donne pas à voir cette justice de blanc qui vient juger alors que ça ne la regarde pas forcément. Donc, c'est ça l'impartialité objective, c'est donner aussi à voir quelque chose qui n'est pas polémique. Donc, ça se croise avec la question de la féminisation.
Voilà, donc il y a ça. On fait exprès de ne pas le faire. Même si on sait que ça ne change rien, moi je le sais très bien, parce que mes jurés hommes, ils sont aussi sévères que les jurés femmes dans les affaires de viol. Qu'on soit noir, qu'on soit blanc, on dit souvent les mêmes choses et que ça n'impacte pas du tout, mais dans le regard qui se veut polémique, ça va quelquefois être soulevé. Alors, dans la vie privée, je dirais qu'on est obligé de vivre normalement. On n'est pas des moines, comme disait ma collègue. Il ne faut pas donner à voir une vie tapageuse et militante à l'excès, parce que du coup, on va se mettre en difficulté. On va vous le relancer dans la figure. Ah, mais vous êtes pour les locataires, on sait très bien que vous faites partie de l'association pour les locataires en colère, etc. Bon, je fais exprès de prendre quelque chose qui n'existe pas. Ce à quoi il faut être vigilant dans sa vie privée, c'est d'avoir une vie de citoyen banal et ne pas se faire remarquer plus que ça. Voilà, moi, je n'irai pas plus loin, parce que sinon je ne vis plus et je m'en vais tout de suite de la Guadeloupe, parce qu'au bout de quelques années, tout le monde me connaît. Donc, je ne vais pas me dire, je ne vais pas en maillot de bain à la plage, parce qu'on va se dire que je ne sais pas quoi. Par contre, je ne vais pas, sur les réseaux sociaux, réagir à des publications polémiques, à des commentaires de décisions de justice, etc. Je vais faire exprès de ne pas le faire, évidemment. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas être sur les réseaux sociaux, mais sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir sur mon Facebook que j'ai plongé sur une épave dans la réserve Cousteau. Ça ne gênera pas pour mon impartialité, sauf si on jugeait un poisson de la réserve. Par contre, vous ne verrez pas quelle est l'affaire que j'ai jugée la semaine dernière sur mon Facebook, parce que ce n'est pas le lieu. Voilà. Les avis peuvent être partagés. Moi, j'ai une collègue qui est du parquet. Elle publie sur son Facebook toutes les semaines l'article de presse sur le dossier dans lequel elle va requérir. Alors, vous allez me dire, bon, c'est pas polémique. Hein. Moi, quand je le vois passer, ça ne me choque pas en soi. Elle est contente de requérir dans ce dossier, elle le met. Ça ne me choque pas de le voir passer, mais je ne vais pas mettre un petit j'aime quand il y a le commentaire qu'un tel s'est pris 20 ans, même si c'est moi qui l'ai prononcé. Je ne vais pas mettre un j'aime. Parce que j'aime pas forcément mettre 20 ans, personne n'aime mettre 20 ans. Voilà. Mais voilà, la vigilance, il ne faut pas non plus devenir des nonnes et des moines et se dire qu'on n'a plus le droit de rien dire. La justice, elle est humaine et je pense que ça rassure le justiciable aussi de voir qu'on a cette humanité, qu'on a aussi, nous, nos faiblesses. Moi, des fois, je discutais il n'y a pas longtemps encore avec des jurés en leur disant surveillez-moi, parce que moi, quand l'accusé, l'âge de mon fils, des fois, je me sens un petit peu peut-être mollir. On est là aussi pour se surveiller. On sait qu'on peut avoir une impartialité qui est impactée par tout notre parcours. On n'est pas tous pareils, mais on doit se surveiller les uns les autres. C'est ce que disait la collègue avec la collégialité. Mais il ne faut pas nier qu'on risque d'être impartial. Parce que si on le nie, là, pour le coup, on ne voit pas le danger quand il arrive. Si on le reconnaît, on l'identifie, on sait comment travailler et on sait comment se déporter quand vraiment il y a un souci. Voilà. Je vous donnais l'exemple de la plongée. Ça ne pose pas de problème que j'aille plonger sur la réserve Cousteau, mais si parmi les plongeurs, il y a les avocats de la défense dans un dossier médiatique que je prends la semaine d'après, je ferai exprès de ne pas y aller quand même. Voilà, c'est la nuance. Ça la laisse perplexe. Hein. C'est vraiment que de la nuance, je crois que c'est. Il n'y a pas de recette de cuisine. Il y a des magistrats qui vont dire il ne faut surtout pas être sur les réseaux sociaux parce que. Pourquoi? Ça dépend comment on s'y comporte, c'est comme dans la vie. Alors, du coup, il ne faut surtout pas aller dans la rue. Et si je suis en outre-mer, il ne faut surtout pas faire ses courses en short parce que vous avez prêté serment d'être un digne magistrat. C'est quoi un digne magistrat? Et sur le serment, je suis d'accord avec ma collègue que le serment, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'il n'est pas très complet, notre serment.
Par nous dire qu'on est digne et loyal, il ne nous dit pas tout ce que dit. Le serment du juré, il est bien mieux de n'écouter ni la haine, ni la méchanceté, ni la crainte ou l'affection. Elle dit attention, mettez-vous à l'écart de tout ça. Et nous, on ne l'a pas dans notre serment. Je trouve que notre serment, il pourrait être encore plus détaillé. Il est bien, mais il pourrait être plus ciblé encore sur cette notion d'impartialité qui est l'essentiel. Un juge qui ne travaille pas ça, il ne peut pas être juge. Est-ce que Madame Brugère, vous souhaitez réagir ou pas spécialement? Alors, oui, très, très rapidement, parce que je ne veux pas monopoliser non plus. On a 3 problèmes nouveaux et je rejoins tout à fait ce que vient de dire ma collègue. Je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est quand même l'émergence des réseaux sociaux qui a double tranchant, c'est-à-dire à la fois s'exposer, c'est prendre un risque de toute façon, mais c'est comme pour tout, et je crois qu'elle l'a très bien dit, c'est une question d'équilibre en réalité. C'est-à-dire que c'est comme la déontologie, on ne peut pas passer du tout au rien, mais c'est pareil, les réseaux sociaux, un magistrat vit dans le monde. Ceci dit, je pense qu'il faut avoir quand même beaucoup de prudence pour le coup sur les réseaux sociaux et ne pas s'exposer, parce que s'exposer, c'est évidemment prendre le risque à un moment donné de se voir reprocher un commentaire malheureux ou quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt, j'allais dire, une obligation de prudence, mais évidemment là-dessus c'est très compliqué et chacun évidemment le voit comme il veut. Il y a un deuxième sujet, c'est que il y a 15-20 ans, il y a eu un mouvement où on disait aux magistrats: allez dans la société, engagez-vous dans des associations, etc., etc. Et alors là, on est dans un mouvement inverse aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a dit, pour des raisons sur lesquelles je ne porte pas de jugement, hein, mais le magistrat doit au contraire être dans la société, doit s'engager, doit être un peu, si vous voulez, un acteur de la société. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On dit plutôt aux magistrats: faites attention, ne vous engagez pas, soyez à la rigueur dans une neutralité, j'allais dire, citoyenne, axiologique, mais aussi citoyenne, parce que c'est dangereux. Donc c'est compliqué, hein, c'est compliqué aujourd'hui, si vous voulez, de trouver encore le bon équilibre. Troisième j'allais dire, problème que je vois important aussi, avec les réseaux sociaux et cet engagement dans la société, c'est la politisation. C'est un vrai sujet, je crois qu'il ne faut pas l'éviter. Aujourd'hui, c'est une critique très forte et c'est une critique très forte aussi faite aux syndicats, puisque c'est aussi là qu'elle est le plus facilement cristallisée. Je crois aussi que c'est pareil, tout est une question d'équilibre. Un syndicat, ce n'est pas un parti politique. Je crois que la légitimité d'un syndicat, justement, c'est de ne pas avoir de posture politique et d'engagements sociétaux trop forts parce que c'est pas notre rôle. Alors, je parle pour moi hein, personnellement, évidemment, mais je pense que là, il faut être extrêmement vigilant. J'ai entendu d'ailleurs encore récemment des hommes politiques dire qu'ils voulaient même supprimer le syndicalisme judiciaire parce qu'ils estimaient que il y avait trop de politisation. Personnellement, et c'est vraiment mon approche, et c'est comme ça en tout cas que moi je porte mon syndicat, je pense qu'en effet le syndicat doit être totalement dépolitisé. On peut et on doit avoir une action syndicale. D'ailleurs, l'étymologie du mot syndicat est très intéressante, hein, c'est pour les hellénistes, c'est syndiquer, c'est être ensemble pour la justice. Et c'est ça en fait la nature du syndicat, c'est comment porter aussi la justice au sein du corps, parce que le syndicat judiciaire, c'est aussi défendre les magistrats, il faut le savoir, on est aussi les avocats des magistrats, mais c'est défendre les intérêts d'une profession dans le bon sens du terme, hein, pas dans le sens rétréci d'un corporatisme qui serait assis sur des privilèges, ce qui n'est pas du tout le cas. Et c'est aussi porter une vision de la justice, réformiste s'il le faut, mais être extrêmement vigilant de ne pas avoir d'engagement politisé. Hein. Je fais vraiment la différence entre un engagement
politique au sens noble du terme, c'est-à-dire s'intéresser à l'organisation politique de la société. Et je pense que nous, on a un rôle, je ne vois pas pourquoi on n'en aurait pas, on est aussi des citoyens comme les autres, mais ne pas faire de la politique politicienne, parce que, ça nous délégitime, et puis ça pose des vrais sujets en termes d'impartialité. On le voit récemment avec des accusations qui ne sont pas toujours fondées d'ailleurs, mais qui sont quand même instrumentalisées. Donc là, je vois aussi 3 points de vigilance, entre guillemets, sur l'impartialité, qui sont importants à travers l'engagement syndical. Je n'ai pas peur de l'autocritique, s'il le faut, des réseaux sociaux qui peuvent être extrêmement dangereux, et de l'engagement dans les associations telles que, à un moment donné, les magistrats étaient incités à le faire. Voilà, donc tout ça est une question d'équilibre, de bonne appréciation, de balance, qui est quand même le symbole de ce qu'un magistrat doit faire. Et aujourd'hui, c'est très compliqué parce que tout le monde sait tout sur tout. Donc ça peut aller très très vite. Et une fois que le mal est fait, il ne faut quand même jamais oublier qu'un magistrat ne peut pas prendre la parole obligatoirement pour se défendre. Ça, c'est un vrai sujet. D'où l'intérêt d'être encore plus prudent, et de ne pas s'exposer. Je vous remercie pour toutes ces précisions. Donc, on en a fini avec la question de l'impartialité. On va passer maintenant à l'indépendance. Donc, je passe la parole à Katia pour la suite des questions. Alors, du coup, concernant l'indépendance des magistrats, on peut se demander quelles sont les garanties actuelles de l'indépendance des magistrats et quelles pistes d'amélioration proposerez-vous? Du coup, je laisse la parole à Madame Bonis pour répondre à cette question. Merci. Les garanties actuelles de l'indépendance du magistrat, il faut les trouver d'abord et avant tout dans son statut. C'est le statut qui va permettre avant tout de garantir cette indépendance. Alors, ça a été évoqué tout à l'heure. On va distinguer sans doute magistrat du siège et magistrat du parquet, mais on y viendra ensuite. La question de la manière dont le magistrat est nommé, le fait qu'il est amovible ou inamovible, quand même des éléments très importants qui sont un gage de cette indépendance. Alors, pour replacer rapidement les choses dans son contexte, l'indépendance des magistrats du siège est assurée par cette inamovibilité, garantie par l'article 64 de la Constitution, et qui veut qu'un magistrat ne peut pas être du siège, ne peut pas être révoqué, suspendu ou mis à la retraite d'office sans garantie procédurale. Il ne peut pas non plus être muté sans son consentement, même en avancement, sans son consentement. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est essentiel dans l'indépendance du magistrat du siège. Autre élément très important, la manière dont il est nommé, dont son avancement de carrière s'organise également. Puis, avancement de carrière, on peut aussi penser à la manière dont est organisée la discipline. Donc là, ça rejoint toute la place qui est celle du Conseil supérieur de la magistrature dans le processus de nomination des magistrats. Et on ne retrouve pas exactement le même procédé de nomination, s'agissant, et de discipline également, s'agissant des magistrats du parquet. Ça fait partie de toutes les discussions et de volontés de réforme. Il y a depuis maintenant plusieurs années une volonté d'aligner, ou en tout cas de faire en sorte que se rapprochent les conditions et les modes de nomination et de discipline des magistrats du siège et des magistrats du parquet. Actuellement, la différence est le magistrat du parquet va être nommé par le ministre de la Justice sur avis simple du Conseil supérieur de la magistrature, alors que le magistrat du siège va être nommé par le président de la République sur proposition du garde des Sceaux après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Donc cette différence dans le mode de nomination peut laisser une place,
cas, je ne dis pas qu'elle en laisse une ou qu'il y a forcément des choix politiques qui sont faits, mais elle donne à voir qu'il pourrait y avoir une influence politique dans la nomination des magistrats du parquet que l'on n'aurait pas nécessairement s'agissant des magistrats du siège. Moi, on est tellement habitué à notre système qu'on ne voit pas qu'il pourrait y en avoir quand même. Ça s'est bien amélioré puisque le ministère maintenant, même pour les magistrats du parquet, généralement, on fait comme s'il fallait un avis conforme. N'empêche que c'est quand même le ministère qui propose. Donc, si le ministère ne vous propose pas, vous n'avez aucune chance, vous n'allez pas appeler le Conseil supérieur de la magistrature pour vous plaindre qu'il y a les recours. Enfin, on sait que c'est totalement théorique. Moi, j'en ai fait un dans ma vie. Hein. J'ai reçu une super motivation du CSM de l'époque qui m'a répondu « Les observations formulées ne justifient pas une remise en cause de la nomination proposée ». Ça, c'est une motivation. Vous que c'est comme ça. Donc, le système, il est pas parfait. Et il y a d'autres endroits. Alors, je me permets de faire un petit tour au Maroc parce qu'on a parlé de l'Europe tout à l'heure, mais ils réfléchissent. C'est tout à fait imparfait aussi hein, chez eux, mais ils ont réfléchi à un système judiciaire qui garantisse l'indépendance des magistrats. Ils sont allés très très loin puisqu'ils ont créé non pas un conseil supérieur de la magistrature, mais un conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui vraiment chapeaute la magistrature. Donc, la magistrature n'est plus sous la tutelle du ministère, mais sous ce Conseil supérieur de la magistrature. Et ils ont créé en plus une présidence du ministère public pour avoir un ministère public qui n'est pas dans la hiérarchie du parquet. Donc, en théorie, c'est magnifique. En pratique, c'est encore en train de marcher sur trois pattes parce que le ministère tire la couverture, le CSPJ, le président du ministère public. Donc, pour l'instant, ce n'est pas parfait. Mais sur le papier, c'est beaucoup mieux que ce qu'on a. C'est-à-dire, c'est vraiment une magistrature qui ne dépend pas de l'exécutif. Nous, on dépend de l'exécutif. Et puis, il y a aussi, dans la culture du magistrat, des choses qui se travaillent. Il y a des magistrats qui aiment bien plaire. Donc, ils vont… Voilà, ça se travaille aussi chez le jeune magistrat. On ne prend pas une décision pour plaire à son ministre ou pour plaire à son supérieur hiérarchique, etc. Et ça, c'est difficile à garantir statutairement. Il faut apprendre, il faut former à être perméable à toutes ces influences hiérarchiques et notamment du pouvoir exécutif. Quand on vous dit, on vous croise dans le couloir et on vous dit vous avez encore à quitter, hein, c'est quoi ces peines sévères, etc. Bon, c'est pas grave. Vous pouvez vous dire, mais les atteintes à l'indépendance, elles peuvent être quotidiennes. L'indépendance, c'est pas quelque chose qu'on donne aux magistrats pour en faire usage, pour dire je fais ce que je veux, etc. C'est pour garantir son impartialité, pour garantir un traitement équivalent de tous les justiciables. Et nous, notre système, on l'aime bien parce qu'on est habitué, mais il est loin de garantir contre ça. Et après, il y a la question budgétaire. Alors, la question de la rémunération du magistrat qui doit être payé suffisamment pour ne pas avoir envie d'être corrompu. Bon, là, je crois qu'on est à peu près à l'abri. Et puis, la question du budget. Si on dépend du ministère de la Justice qui fait partie de l'exécutif, on n'est pas indépendant, ce n'est pas vrai. On est vraiment indépendant quand il y a une institution judiciaire qui fonctionne, pas une autorité judiciaire, mais un pouvoir judiciaire. Bon, après, notre système, il fonctionne comme ça depuis des années, c'est vrai, mais si on réfléchit avec des comparaisons internationales, on est imparfait. Oui, j'ai plus de son, je ne vous entends plus. Alors, merci du coup pour ces réponses. Madame Brugère, vous avez quelque chose à ajouter du coup ou pas? On vous entend plus du coup. Attendez, vous m'entendez là? Oui, c'est parfait. Ah oui, parfait. Oui, alors écoutez, bon, le sujet pourrait être développé très longuement. Juste pour deux choses. D'abord,
L'indépendance de la justice dans notre système, elle est garantie, il faut savoir, par le Conseil supérieur de la magistrature dans les textes et par le président de la République. Ça, c'est les textes qui disent, ce sont les deux organes, enfin, c'est le CSM qui est garant de l'indépendance avec le président de la République. Il faut savoir quand même que depuis la création du CSM en 1946, le CSM a connu quand même 3 révisions constitutionnelles pour augmenter ses pouvoirs, parce qu'en réalité, sur le papier, il est garant de l'indépendance, parce que c'est quand même bon, après on peut discuter sur le périmètre de cette indépendance, mais déjà savoir comment la garantie s'effectue est intéressante, mais il n'avait pas beaucoup de pouvoir en réalité pour exercer cette garantie. Donc il y a eu 3 révisions constitutionnelles pour augmenter ses pouvoirs, mais il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, le Conseil supérieur de la magistrature, pour à peu près 90% des nominations, n'a pas l'initiative, que ce soit pour le siège comme pour le parquet. C'est exactement ce que disait ma collègue tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on fait un focus sur le parquet. En réalité, notre système, auquel on ne s'habitue pas, j'espère, non plus trop, et qui pourrait être totalement réformé, est assez similaire pour les magistrats du siège et du parquet sur la carrière. Or, le point d'entrée de l'indépendance, c'est la carrière et le disciplinaire, c'est-à-dire qui te nomme et qui te sanctionne et comment tu es nommé, comment tu es sanctionné. Là, vous pouvez évidemment avoir une influence. Pourquoi ? Parce que les magistrats, s'ils veulent bouger, s'ils veulent évoluer dans leur carrière, il faut qu'ils aient un bon dossier, une bonne évaluation. Et cette évaluation, elle est appréciée par la chancellerie. Et c'est la chancellerie qui vous propose. En réalité, le Conseil supérieur de la magistrature, dont on pourrait aussi parler de sa composition et de son mode d'élection, et qui pourrait aussi être révisé, n'intervient que après pour 90% des nominations, et il n'a qu'un avis, j'allais dire, quasi consultatif pour les magistrats, puisqu'en fait, il y a très peu d'avis non conformes, quasiment jamais. En tout cas, ils sont vraiment extrêmement minimes, et ils n'ont pas la main sur 90% des nominations. Donc, c'est bien le pouvoir, la chancellerie, qui décide de nommer les magistrats du siège et du parquet, et le Conseil supérieur entérine ou n'entérine pas, premièrement. Sur les 10% qui restent, le Conseil supérieur de la magistrature a une autonomie, en effet, pour nommer des chefs de juridiction au siège, c'est-à-dire les premiers présidents, c'est-à-dire quand même très peu de personnes, même si ces postes sont importants, et les présidents, et n'en a pas sur les procureurs. Donc, il faut quand même bien avoir ça en tête. Le CSM a quand même très peu de pouvoir en réalité. Et sur la garantie aussi, sur l'indépendance, il faut savoir que le CSM n'a pas d'autonomie pour se saisir tout seul d'une question qui aurait attrait à l'indépendance. Il ne peut être saisi que par le président de la République ou par le ministre de la Justice. Enfin, le CSM n'a pas non plus, j'allais dire, de pouvoir d'investigation particulier, puisque c'est l'inspection des services judiciaires qui a des pouvoirs d'audit ou d'investigation. Donc, lui est assez lié en réalité par le ministère de la Justice. Alors, sur l'indépendance, évidemment, l'évolution, enfin, la carrière des magistrats est un point fort. Il faut aussi savoir que sur le disciplinaire, qui pourrait être aussi un mode de pression, évidemment, sur les magistrats, mais pas que. Le disciplinaire aussi a une légitimité à exister. C'est aussi le garde des Sceaux, c'est aussi la chancellerie et l'inspection des services judiciaires qui est sous le contrôle du garde des Sceaux, qui a la main pour faire des inspections et éventuellement renvoyer des magistrats au disciplinaire. Alors, il y a eu quand même des choses qui ont été faites. Le Conseil supérieur de la magistrature demande à avoir un peu plus d'autonomie, et il faut bien comprendre que la réforme qui est sur la table n'est pas une vraie réforme constitutionnelle qui va changer en réalité le système. Il ne va juste qu'entériner la pratique. Actuellement, la pratique
c'est que le Conseil supérieur de la magistrature donne un avis sur les nominations au siège et au parquet, et le ministère de la Justice, j'allais dire, suit à 100% tous ces avis. Et c'est inscrit pour les magistrats du siège, et l'avis conforme qui est pour le magistrat du siège, on veut l'inscrire pour les magistrats du parquet, mais c'est déjà la pratique en réalité. Donc, l'alignement aussi sur le disciplinaire peut être une modification, mais c'est une mini-réforme, la réforme constitutionnelle, et elle ne va pas changer réellement le système en profondeur, dont on a bien compris que quand même, le point d'entrée, c'est la carrière des magistrats, le déroulé de la carrière, etc., etc. Après, on a quand même un système sur les garanties d'indépendance, donc on l'a vu, qui est assez hybride, c'est-à-dire que c'est une indépendance tout en nuances, c'est-à-dire que constitutionnellement, on est indépendant, statutairement, le parquet a un peu moins de garanties parce qu'il n'a pas l'inamovibilité, c'est vrai, et ça pourrait être une avancée très forte. On peut tout à fait imaginer, sur le plan statutaire, donner l'inamovibilité aux magistrats du parquet. Mais sur le plan, j'allais dire, de l'indépendance juridictionnelle, là, il y a un vrai sujet, puisque, comme vous le savez, il y a une subordination hiérarchique et que tout le parquet est sous la hiérarchie du garde des Sceaux. Alors, il y a eu quand même une réforme très importante, ça a été fait sous Christiane Taubira, qui a été la suppression des instructions individuelles, mais en contrepartie de cette suppression des instructions individuelles qui pouvaient être données au procureur pour poursuivre dans des affaires individuelles. Donc ça, c'est plus possible depuis la réforme qui a été faite sous Christiane Taubira. On a par contre institué ce qu'on appelle la remontée d'informations, qui pose quand même aussi des problèmes. Alors là, on n'a peut-être pas le temps d'en parler, et qui fait d'ailleurs l'objet d'une QPC, je vous l'indique, puisque c'est quelque chose qui est très contesté. La remontée d'informations, qu'est-ce que c'est ? C'est l'obligation pour les magistrats du parquet d'informer en temps réel d'une affaire le ministère de la Justice qui demande de savoir ce qui se passe dans un dossier. Donc ça, c'est un vrai sujet parce que ça peut être aussi un biais pour faire des pressions ou en tout cas pour savoir ce qui se passe, et ça peut être une atteinte en effet à l'indépendance. Le vrai sujet en réalité, c'est l'article 20, c'est-à-dire que notre système, il est hybride. On estime que la politique pénale aujourd'hui justifie la subordination hiérarchique du parquet. Parce que l'article 20 qui est dans notre Constitution, c'est celui qui dit que c'est le gouvernement qui doit mener la politique du gouvernement, et donc on estime que les magistrats du parquet doivent être sous la hiérarchie du ministre de la Justice. On peut tout à fait imaginer un autre système qui est celui, alors je n'ai pas le temps de détailler, d'un procureur général de la nation. Je ne sais pas si ça se rapproche de ce que madame a un petit peu décrit au Maroc, mais on peut tout à fait imaginer que la politique pénale d'une nation soit faite d'une autre manière, et on peut tout à fait imaginer que le lien de subordination entre le parquet et le ministre soit rompu. Il y a des systèmes, il y a plein de possibilités en réalité. Si ça vous intéresse, on n'a pas le temps de détailler, mais on peut aller voir le système italien qui est très intéressant, mais qui s'exprime sur un système de légalité des poursuites. Mais il y a aussi le système belge qui a fait une grande réforme très très intéressante après le fiasco de l'affaire Dutroux. Voilà, alors c'est autant de pistes qui laissent penser qu'aujourd'hui, si je devais résumer, le problème de la carrière reste totalement entier en réalité, et c'est un vrai sujet pour le siège comme pour le parquet. La réforme constitutionnelle qui est sur la table ne change rien actuellement à ce qui se passe, elle ne fait que l'inscrire dans la Constitution, ce qui est déjà pas mal, mais si vous voulez, ne changera rien sur le soupçon ou sur la problématique de l'indépendance. Et encore une fois, il y a des possibilités, d'autres pays le font, pour réformer et pour faire autrement. Voilà. Je ne veux pas monopoliser toute la parole, mais voilà, pour résumer, notre système n'est peut-être pas totalement parfait. On est complètement d'accord.
que l'affirmation péremptoire de notre ministre, comme quoi le procureur doit rester sous la dépendance du pouvoir politique parce que c'est le gouvernement qui définit la politique pénale, c'est pas une fatalité. On peut faire complètement autrement. Après, par exemple, il y a aussi les Espagnols qui ont des parquetiers qui sont des fonctionnaires et qui sont plus des magistrats. C'est bon, tout est possible, mais on affirme comme quelque chose de, enfin, péremptoirement qu'il n'y a pas d'autre solution que celle-là. C'est faux. C'est faux. En tout cas, s'il reste des magistrats, ils ne peuvent pas être sous la dépendance du pouvoir politique. On s'est fait suffisamment chahuter pour ça. Si on est sous la dépendance du pouvoir politique, on ne peut pas être pleinement un magistrat. En tout cas, on est gêné. Mes collègues du parquet sont des magistrats, mais ils sont gênés pour exercer par cette dépendance politique, institutionnellement. Et le fantasme aussi, alors peut-être que j'avance un peu par rapport aux questions, mais la question de la réforme qui est proposée, il y avait aussi l'idée qu'on ne peut pas former les procureurs et les juges dans la même école, ils ne devraient pas changer dans leur carrière parce que c'est pas pareil un juge et un procureur. C'est pas pareil. Mais à l'heure actuelle, c'est des magistrats. Nous, on est très attachés à l'unité du corps. Et c'est pas parce que dans l'exercice de la fonction, l'impartialité ou l'objectivité s'exprime différemment chez le magistrat du parquet que chez le magistrat du siège qu'on ne peut pas être formés ensemble. Enfin, je ne vois pas en quoi ça améliore la confiance du citoyen que le parquet soit plus dépendant qu'il n'est. Si on veut qu'il soit indépendant, ce n'est pas indépendant par rapport au siège qu'il faut qu'il soit, c'est indépendant par rapport au pouvoir politique. Parce que là, on a l'impression que le sujet il est déplacé. Alors, moi, j'ai noté une phrase, parce que je savais qu'on avait parlé de la réforme, qui me dresse un peu les cheveux sur la tête, c'est il faut qu'un juge du siège séparé du parquet totalement indépendant pour pouvoir le contrôler. Je ne vois pas pourquoi. La question n'est pas celle de la dépendance du siège par rapport au parquet, du parquet par rapport au siège. La question est celle de savoir s'il y a une dépendance politique. La vraie question, c'est la séparation des pouvoirs. Si l'exécutif contrôle le parquet n'est pas indépendant. Je trouve que le débat est déplacé. Je m'emballe un peu, hein, désolée. Je partage cet avis et je suis ravie de l'entendre de la bouche de deux magistrats parce que j'ai parfois pris ma plume pour critiquer des décisions qui étaient en quelque sorte un peu en demi-teinte. Je pense notamment à la décision du Conseil constitutionnel de 2017 où, interrogé sur l'article 5 de l'ordonnance de 1958, il affirme de manière assez brutale que le magistrat du parquet est indépendant, même si les règles qui s'appliquent à lui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles du magistrat du siège, comme s'il pouvait y avoir deux poids, deux mesures. On voit bien qu'il y a une espèce de malaise. Et c'est vrai que, et là je rejoins ce que vous venez de dire à l'instant, on a le sentiment que la problématique est déplacée. Le cœur du problème, tout le monde l'a vu, mais on ne va pas manifestement réformer la manière dont est organisée notre magistrature debout. En revanche, on se pose la question de la remontée d'informations, des rapports, de la nécessité de changer les choses sur les rapports. Voilà, on part sur la formation, et on ne serait plus, il y aurait des magistrats du siège et des magistrats du parquet, il faut cloisonner. Oui, j'ai aussi cette impression-là qu'on dévie. Moi, je n'ai pas l'impression. Je vous ai coupé, c'est la foule de l'intervention, mais je n'ai pas l'impression que la préoccupation des politiques, c'est l'indépendance en fait des parquetiers ou des magistrats du siège. C'est au contraire la perte de contrôle. Moi, j'ai vu ça au Maroc, quand le ministère perd le contrôle sur la présidence du ministère public, je sens mal, parce que si le parquet est vraiment indépendant, eh bien, du coup, ce parquet peut attaquer le politique. Donc, il devient dangereux. Voilà, il faut savoir à quel système on aspire. Si on veut vraiment une justice indépendante et séparée de l'exécutif, il faut arrêter de dire qu'on perfectionne l'indépendance de la justice, alors qu'en réalité, la vraie préoccupation, c'est de pouvoir diriger le parquet comme on veut. En
Ouais. En réalité, il y a un paradoxe parce que ce sont les politiques qui critiquent euh, régulièrement l'indépendance des magistrats et leur politisation, et c'est les mêmes qui refusent de leur redonner leur indépendance. Donc ça, c'est quand même très, très paradoxal parce que, quels que soient d'ailleurs les partis, que ce soit droite ou gauche, c'est exactement, personne ne veut lâcher l'indépendance. Donc là-dessus, je crois qu'on ne sera pas polémique à le dire, c'est vraiment un problème entre la politique en général et la justice, et on a un problème en France sur l'indépendance. Et alors, il faut faire très attention parce que la critique, c'est de laisser croire que les magistrats veulent leur indépendance pour faire ce qu'ils veulent. Je m'adresse aux étudiants. Attention, je crois qu'on sera d'accord avec ma collègue, mais elle me contredira si elle n'est pas d'accord, que quand on parle d'indépendance, c'est pas pour faire ce que l'on veut, c'est pas du tout ça, le sujet n'est pas là. C'est que c'est pour ne pas avoir de pression. En réalité, on est dépendant, quoi qu'on le veuille et quoi qu'on fasse, de la loi, de l'application de la loi. Et c'est notre première dépendance, c'est de rechercher justement à être conforme par rapport à la loi. Et la loi, elle est votée par le Parlement. Donc, on est dépendant de toute façon, on est déjà encadré. Parce que c'est vrai que souvent, la critique, c'est de dire, mais vous voulez être indépendant pour faire ce que vous voulez. Non, c'est pas vrai du tout. Et encore une fois, la politique pénale peut être faite différemment et on sera soumis à cette politique pénale. On est soumis aux circulaires, on est soumis à la loi. Et pour refaire un tour par rapport à notre première thématique, il faut bien avoir conscience que le magistrat, son souci, c'est d'être impartial, justement. C'est son indépendance, il la cherche pour pouvoir exprimer au mieux son impartialité, c'est-à-dire ne pas subir de pression externe par rapport à son activité. C'est comme ça qu'il faut bien le concevoir. Ce n'est pas une volonté de gouvernement des juges, d'un pouvoir excessif, pas du tout. L'idée n'est pas là, mais la critique est là. C'est pour ça que je me permets de le dire, parce que là, il y a un vrai sujet. Souvent, on dit, oui, mais regardez, si on donne l'indépendance au procureur, il n'y aura plus d'unité nationale sur la politique pénale. Ce n'est pas vrai. Il y a tout à fait des possibilités pour avoir une politique pénale unifiée. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je les invite à aller voir un article d'un professeur de droit qui s'appelle Paul Cassia, un article qu'il avait publié qui s'appelle L'indépendance tout en nuances, qui conteste même l'application qui est faite de l'article 20 de la Constitution. L'article 20 de la Constitution, il dit le gouvernement, justement, décrète, enfin, c'est lui qui décrète justement la politique. Et pour cela, dans l'article 20, il dit le gouvernement, pour pouvoir appliquer la politique du gouvernement, la politique, pardon, a sous ses ordres en réalité les fonctionnaires et les militaires. Il ne dit pas qu'il a sous ses ordres les magistrats. Donc ça aussi, c'est une appréciation qui pourrait être totalement critiquée, c'est-à-dire que, et c'est ce qui se passe dans d'autres pays, les magistrats sont soumis évidemment à la loi, sont soumis aussi, si vous voulez, au pouvoir de la loi, mais ils ne sont pas là pour être, j'allais dire, les exécutants du gouvernement. Il y a une petite coupure de son. On ne vous entend plus. Oui, il y a une petite coupure de son. Moi, je n'ai pas entendu la fin. Mais tout ce que j'ai entendu, j'étais totalement d'accord. La dernière phrase, je ne sais pas. Mais... Je vous invite à aller relire l'article 20 de la Constitution, qui est très intéressant parce qu'il dit, pour appliquer justement sa politique, le gouvernement dispose en réalité de l'administration. Donc l'administration, il n'y a pas de problème, et de l'armée. Mais il n'est pas écrit qu'il dispose des procureurs de la République. Donc là aussi, il y a peut-être, non, mais il y a peut-être quelque chose de très intéressant. Donc pour ceux que ça intéresse et qui ont envie de réfléchir à ce sujet, c'est vrai qu'on pourrait tout à fait imaginer
un procureur général de la nation ou autre chose d'ailleurs, qui rende des comptes aussi devant le Parlement d'une politique pénale, mais qui permettrait de couper le lien sur cette subordination hiérarchique qui pollue, quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise, et qui pollue, si vous voulez, l'idée que les magistrats du parquet ne sont pas indépendants, et surtout, en tout cas, qui entretiennent ce soupçon. Parce que, encore une fois, moi, je crois que les magistrats du parquet peuvent totalement exercer leur métier en toute impartialité et avec beaucoup de probité et de rigueur. Mais le système, en tout cas, comporte cette ambiguïté et alimente ce soupçon permanent dont beaucoup ne se privent pas pour le réactiver à bon escient. Voilà. Merci pour toutes ces réponses du coup. Et je vais laisser la parole à ma camarade Sonia pour les questions du public. Oui, bonjour, merci Katia. Et déjà, merci pour toutes ces réponses, mesdames. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions de l'équipe Acting Jurist et on va tenter de répondre aux questions du public qui sont d'ailleurs très nombreuses. D'ailleurs, on vous remercie, mais on a tenté on les a triées, on en a relevé quelques-unes. Donc, on s'excuse pour ça, mais on les a conservées et on essaiera de répondre plus tard. Et donc pour la première question, c'était: pensez-vous que certains obstacles de vie peuvent empêcher d'être impartial? Par exemple, le fait d'avoir été victime de certains faits. Je dirais que, vous oui. voulez qu'on commence par qui? Comme vous, allez-y. Moi, je pense qu'il n'y a rien qui empêche d'être magistrat. On a tous un vécu qui est plus ou moins cabossé. On n'a pas une existence lisse. Ce qui peut gêner, c'est ne pas avoir encore pris de recul par rapport à ça. Il faut savoir identifier chez soi ce qui est une zone de fragilité et peut-être se faire nommer JAF juste l'année de son divorce, c'est peut-être pas le meilleur moment. Voilà, je dirais, mais il n'y a rien qui est rédhibitoire dans un parcours. C'est la résilience qu'on va avoir par rapport à cet événement qui va être déterminant plutôt que l'événement lui-même. D'accord, merci. Et vous, Madame Bonis ou même Madame Brugère, comme vous voulez. Moi, je ne rajouterai pas grand-chose, si ce n'est ce qui a été dit tout à l'heure par Madame Doff, c'est-à-dire la prudence, cette espèce d'état de veille permanent dans lequel doit être le magistrat, si j'ai bien compris, que je comprends tout à fait, qui me semble tout à fait adapté, c'est-à-dire prudence par rapport à soi, par rapport à son comportement, par rapport à son ressenti. J'ai une anecdote là-dessus qui sera certainement parlante. J'ai une collègue que vous connaissez peut-être qui était à l'ENM enseignante et qui a été assassinée par son ex-concubin. J'ai vécu cet événement comme traumatique puisque c'était une de mes meilleures amies et c'était une collègue. Nous sommes en 2011 et je suis nommée en Guadeloupe en 2012. Et la première affaire que je prends, c'est une dame qui a été assassinée par son ex-conjoint et qui s'appelle Myriam, comme la collègue qui a été assassinée par son ex-conjoint. Je me suis demandé si j'allais me déporter. Je me suis dit, est-ce que tu vas pouvoir gérer ce dossier de manière totalement impartiale? Est-ce que je me suis dit ça à moi-même? Est-ce que j'en ai parlé à des collègues? J'avais besoin d'en parler. Et il se trouvait qu'en pratique, il n'y avait que moi comme président d'assises et je me suis dit, on y va. Et j'y suis allée en prenant sur moi et c'était mon premier accusé. Et il s'est levé à la fin, il a eu 18 ans et il m'a dit « Merci madame pour ces 3 jours d'audience ». C'était ce que j'avais entendu de mieux dans ma carrière parce que ce n'était pas pour se moquer de moi. Et je me suis dit, j'ai dû l'écouter en fait, j'ai dû être à l'écoute, mais c'était une contrainte. Donc, tout ça pour dire, ce n'est pas pour me vanter, je l'ai surmonté, j'aurais pu me sentir en difficulté et à ce moment-là, j'aurais dit non, je ne prends pas ce dossier, on arrête.
on reporte, on met quelqu'un d'autre. On peut surmonter, mais on est très inégaux face à la résilience et face au recul qu'on peut avoir. Ce qu'il faut faire attention, c'est si vous êtes dans cette situation, de ne pas être finalement, de prendre le revers. Vous avez peur d'être trop gentil avec la victime parce que vous avez été victime, et puis finalement, vous allez être encore plus sévère parce que vous voulez justement montrer que… Donc, il faut avoir conscience de ses limites et il faut savoir s'en ouvrir aux collègues quand on sent que ce n'est pas possible. Voilà. J'ai pris un exemple extrême, mais je ne l'ai pas inventé. C'est un vrai exemple. Et en plus, avec cette coïncidence de prénom qui était fragilisant quand même pour moi. Merci beaucoup pour ça, madame. Et on va passer à une autre question, je pense. La deuxième question, c'était: pensez-vous qu'un engagement étudiant auprès d'une association telle que l'OIP est à terre ou malheureusement à éviter quand on se destine à une carrière de magistrat? N'importe. Si vous voulez, madame Brugère, vous pouvez répondre. Ça en change. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, on est sur un chemin inverse par rapport à ce qu'on a connu avant. C'est-à-dire qu'avant, on disait oui, engagez-vous, c'est très bien, avoir des convictions, c'est très bien. Aujourd'hui, c'est un petit peu inverse. Moi, bon, je pense que ce qui est sûr, c'est que c'est un engagement qui doit cesser au moment où on commence à se préparer, ça c'est sûr, où on commence à devenir magistrat, parce que il faut pas avoir l'air d'être militant pour une cause, quelle que soit. Bon, après, l'OIP, c'est une cause qui est quand même assez proche de nos préoccupations, qui est celle, évidemment, de l'état des prisons, etc. Donc, on peut quand même penser que c'est plutôt un engagement qui est plus proche quand même pour devenir magistrat qu'un autre engagement. Ceci dit, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que la prudence veut que moins on est d'engagements qui soient extrêmement clivants ou politiques, parce que l'OIP peut aussi avoir une connotation politique en réalité, même si je trouve tout ce qu'ils font extrêmement intéressant. Voilà, c'est toujours mieux d'éviter d'avoir des engagements trop marqués. Moi, je voudrais simplement, si vous permettez, prendre la question à l'inverse de ce qui a été posé tout à l'heure, c'est-à-dire la renverser quand j'ai l'impression que ça intéresse beaucoup les étudiants de savoir si le fait de devenir magistrat, ça change notre vie privée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'inversement, quand on est magistrat, il faut bien l'avoir en tête, et qu'on a, parce que voilà, ça arrive, un incident dans sa vie privée, qui peut d'ailleurs même aller jusque voilà, un divorce je vous donne un exemple aussi, un divorce qui se passe très mal, voilà, ça peut aussi arriver à des magistrats, et puis l'un des conjoints dépose plainte pour parce qu'il y a des violences, ou voilà, un divorce un peu conflictuel. Il faut quand même savoir que le fait d'être magistrat, c'est un peu une double peine. Vous pouvez être rapidement suspendu de vos fonctions dès que vous avez un incident qui devient extrêmement important. Donc ça, il faut quand même l'avoir aussi dans l'autre sens en tête. Là-dessus, justement, c'est aussi une question de déontologie. Quand on est magistrat, on exige de vous une exemplarité qui fait que dans votre vie privée, si vous avez un incident, ça peut entraîner des conséquences professionnelles immédiates, même si vous bénéficiez de la présomption d'innocence comme n'importe quel citoyen. Vous pouvez aussi être doublement sanctionné au nom de l'exemplarité. Voilà, donc c'est dans les deux sens hein, en réalité. C'est pas simplement à sens unique. On estime qu'on doit avoir une vie aussi exemplaire, sans anicroche, hein, en tout cas sans anicroche qui soit forte. Et donc, il faut bien aussi avoir ça en tête. Alors, c'est dans l'autre sens, hein, mais je le dis parce que en tant que syndicaliste, nous, on accompagne aussi des magistrats et parfois, on peut être surpris de certaines décisions qui peuvent être assez difficiles à vivre pour un magistrat. C'est pareil pour les policiers, hein, d'ailleurs. Bon, c'est dans d'autres domaines, hein, mais voilà, c'est pas que dans un sens, c'est aussi dans l'autre sens. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Madame Brugère, pour cette réponse. On va continuer pour deux dernières questions, si c'est possible. Pensez-vous qu'un système anglais
peut-être nommé juge, une observation se fait entre autres au regard de l'ancienneté et plus opportun que la formation française à travers les cours de l'ENM. Madame Bonis pour changer, ou alors Madame Doff, comme vous voulez. Ou Madame Brugère, peu importe. En tant qu'universitaire, je ne suis pas forcément la plus légitime pour m'exprimer sur ce sujet, donc je ne dirais pas grand-chose. Mais moi, je ne vois pas bien ce que l'âge vient faire. Je ne pense pas qu'on soit forcément… Alors, forcément, on a acquis de l'expérience, mais ce n'est pas parce qu'on est un jeune magistrat qu'on ne saura pas rendre la justice et qu'on ne sera pas vigilant à l'égard de plein de choses. Et surtout, au regard du thème que l'on évoquait tout à l'heure, et vous avez… Quand on a évoqué les réseaux sociaux et la question de l'impartialité, je crois que d'une manière générale, enfin, ces questions-là, elles se posent à tout âge. Et j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit sur le fait que c'était un savoir-être. Et bien, ce savoir-être, il faut le cultiver tout au long de sa vie. Et c'est pas parce qu'on est un vieux magistrat qu'on va se dire bon, ben, c'est bon, j'ai été confronté à toutes les situations. Ce sont des situations de la vie de tous les jours. Et donc, elles évoluent forcément comme nos pratiques évoluent. Un magistrat qui aurait aujourd'hui des années et des années d'expérience ne s'est pas trouvé confronté au début à la problématique des réseaux sociaux. On pourrait prendre d'autres exemples, la problématique du covoiturage, tout un tas de choses comme ça qui peuvent être l'occasion de créer des espaces de discussion avec des personnes que l'on va recroiser à un moment ou à une autre dans l'enceinte du tribunal. Donc je crois que je ne suis pas persuadée que l'âge soit véritablement une garantie. En revanche, je suis convaincue que dès le plus jeune âge, essayer de prendre du recul par rapport à tout cela et à réfléchir par rapport à la manière dont on appréhende une situation, ça peut être très intéressant. Et je l'ai indiqué tout à l'heure sur le chat, sur le fil de discussion, mais j'invite tous les étudiants à aller dès à présent, s'ils ambitionnent de devenir magistrats, lire le recueil de déontologie des obligations du magistrat, surtout dans sa dernière version, celle que vous trouverez en ligne, éditée par le CSM, parce que par rapport à la version précédente, il a été enrichi avec tout un tas de petits cas qui sont des cas concrets pour justement inviter à réfléchir sur la manière, les problématiques que cela peut poser, la manière, alors non pas dont on doit les résoudre, parce qu'il n'y a pas de solution clé en main donnée dans l'annexe qui accompagne le recueil, mais au moins se poser la question. Et ça, je crois qu'on peut le faire tous dans notre vie quotidienne. Merci beaucoup, Madame. Oui, allez-y. L'expérience, c'est intéressant, mais il faut savoir quelle expérience. Une expérience de vie tout court, elle ne va pas forcément améliorer le profil du recruté. Il faut que les étudiants qui se sentent une vocation de magistrat, y compris, alors je plaide pour ma paroisse, mais y compris les étudiants ultramarins, se lancent parce que c'est pas l'âge ni l'origine sociale ou géographique qui fait le profil du magistrat. Il faut qu'il y ait des gens différents et notre système il permet de recruter à différents stades professionnels, hein, parce qu'on a des recrutements aussi autres que le recrutement étudiant. Donc, on a des gens plus âgés qui viennent enrichir le corps, mais les plus jeunes, d'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder, quand il y a des affaires déontologiques qui défraient la chronique, vous avez déjà vu une jeune femme, le juge est une jeune femme à l'École nationale de la magistrature, eh bien des affaires déontologiques qui ont défrayé la chronique avec une jeune femme, ben moi, j'en connais pas. Donc, peut-être que je n'ai pas tout, mais donc il ne faut pas se dire que l'âge, c'est un facteur de sagesse, soit, mais ce n'est pas le seul. D'accord. Non, pas de souci. Oui, allez-y. Ouais, en réalité, la question de l'âge a été un vrai sujet avec le dossier Outreau, qui a posé cette question de façon très claire. Est-ce que, sortie d'école, on peut être juge d'instruction ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Je pense que l'âge, au contraire, le jeune âge peut être, au contraire, on disait, hein, la valeur n'attend pas le nombre des années. Le système anglo-saxon est totalement différent, donc c'est vrai que c'est difficile d'en prendre un petit morceau et de dire ah bah eux c'est à l'expérience, etc. Moi je trouve que peut-être en réalité, et ça concerne aussi les postes ultramarins,
je pense qu'il y a quand même des postes qui sont extrêmement difficiles. Et c'est là où la direction des services judiciaires doit être extrêmement vigilante, de ne pas envoyer en sortie d'école, en bouche-trou, hein, excusez-moi de l'expression, parce qu'on a un problème aussi de gestion de RH, sur des postes difficiles, des jeunes magistrats, en effet, qui n'ont pas d'expérience. Donc, c'est plus une question de RH, en réalité, c'est-à-dire de ne pas positionner des jeunes magistrats pour les mettre en difficulté, pas parce qu'ils ne sont pas bons, parce qu'il y a vraiment des postes qui sont difficiles. Je pense aux postes ultramarins, hein, qui sont des postes très difficiles, en réalité, en sortie d'école, mais pas que. Il y a des postes aussi qui peuvent être extrêmement exposés. Voilà. Mais ça, c'est de la RH en réalité. Et c'est un vrai travail de RH qui peut être largement amélioré chez nous. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui t'est dit auparavant. Je pense que notre système, au contraire, est assez intéressant parce qu'il permet, et on le voit tout à fait justement, il permet au contraire de renouveler le corps et au contraire, la jeunesse est plutôt une qualité, je trouve, notamment au regard des conditions de travail. Il vaut mieux être jeune au parquet quand on est permanence qu'avoir 50 ans. Mais voilà, ceci dit, je m'arrête là. Elle va arrêter de dire que ceux qui ont 50 ans et plus sont vieux parce qu'elle pourrait avoir... Non, c'est ça parce que je viens d'avoir... Parce que je viens d'avoir 50 ans. Ah, voilà, c'est ça. En tout cas, merci pour cette réponse, Madame Brugère. Et c'est ce qui fait notre spécificité aussi, hein, que ce soit différent du système anglo-saxon. Et juste une dernière question, peut-être, et ce sera la dernière, c'est avez-vous noté ou ressenti un entre-soi entre les magistrats du parquet et puis les magistrats du siège? Je pense que Madame Brugère et Madame Doff, vous êtes peut-être les plus à même de répondre à ça. Allez-y. Et ça dépend ce qu'on appelle un entre-soi. Un entre-soi toxique, non. Mais bien sûr, il y a un entre-soi. On est formés ensemble dans la même école, mais moi, je vois quelque chose de positif. On peut passer du siège au parquet. Et d'ailleurs, les collègues du parquet, en général, qu'on apprécie le mieux en tant que président, c'est des collègues qui ont fait le siège et le parquet et qui, du coup, ont cette richesse. Donc, oui, il y a un entre-soi, c'est des collègues, mais un entre-soi, ça ne veut pas dire une connivence toxique, on se met d'accord sur les peines, etc. Voilà, je ne sais pas quel vraiment était le sens de la question, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous soupçonne quand on dit qu'on doit séparer le siège et le parquet, c'est que peut-être on serait connivence. Mais ça, je pense que c'est plus un fantasme d'avocat pénaliste qu'une réalité. D'accord, merci. Et vous, Madame Brugère, vous avez quelque chose à rajouter? Non, je suis vraiment sur la même position que Madame Doff. Non, vraiment, en tout cas, moi qui ai fait le siège et le parquet, je dirais même parfois, de façon assez triste, il y a aujourd'hui une distance qui s'installe entre le siège et le parquet, qui est parfois d'ailleurs pas agréable parce que, en fait, il faut que... Comment dire, on est tous acteurs de la justice, chacun à notre place. Il faut qu'il y ait quand même une forme de convivialité et d'intelligence collective où on n'est pas en concurrence. On est chacun à notre place. Donc, évidemment, on partage la même déontologie, on partage une culture commune, donc c'est normal qu'on ait des bonnes relations. Et il faut d'ailleurs qu'on ait des bonnes relations. En réalité, ce qui est plutôt dommageable, ce serait qu'on ait des mauvaises relations ou qu'on ne se parle pas, y compris avec les avocats, y compris avec tous les acteurs de la justice. Donc, moi, je pense que non, au contraire, plus on se parle et plus on a de bonnes relations, mieux c'est. Si chacun sait très bien où sont les limites, et je crois que c'est le cas, et si chacun reste à sa place. Ce qui est négatif, et ce que a très bien dit Madame Doff, c'est la connivence. Mais là, on est sur autre chose. On est sur quelque chose qui n'est pas normal à ce moment-là. Donc, on est sur de la déontologie. Et on parle aussi aux avocats, hein, donc il y a un entre-soi aussi en quelque sorte avec les avocats qui concourent à la même œuvre de justice. Et il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Il y a des représentations qu'on serait avec le parquet en train de comploter contre les avocats, mais c'est faux en réalité. J'espère que ça n'existe pas. D'accord. Merci beaucoup, Madame Doff et Madame Brugère. Eh bien, mesdames, il me semble que nous avions fini avec toutes ces questions à ce sujet.
par rapport à cette conférence et qui a été très enrichissante d'ailleurs. Et j'espère que ça va permettre à tout le monde, à tous les participants de mieux comprendre les enjeux de ce thème. Et puis, à ceux qui avaient des incertitudes, de ne plus en avoir. Et voilà, il est temps de clôturer ce débat et ces diverses interrogations. Et quoi qu'il en soit, nous sommes très ravis de vous avoir parmi nous, vous trois, Madame Brugère, Madame Doff et Madame Bonis. Et donc voilà, l'association vous remercie de nous avoir fait part de votre opinion. Et l'équipe Acting Jurist vous remercie. Et remercie également le public d'avoir posé ces questions et voilà, tout simplement. Et juste une annonce à vous faire pour l'association, c'est que nous organisons un colloque sur la fiscalité et le vendredi 25 mars, le vendredi 19 mars, dans 2 jours précisément, en partenariat avec le Master Droit des affaires et de fiscalité de l'Université d'Orléans et le Master Droit de la vigne et du vin de l'Université de Bordeaux. Et puis, nous avons également une autre conférence sur l'impact de la COVID-19 sur le monde des affaires, une mutation irréversible. Il me semble que c'est le 25 mars, le 25 mars à 18h. En tout cas, de nombreux projets sont en cours. Et si vous avez d'autres questions pour les participants, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook et puis sur Twitter. Et puis d'ici quelques jours, nous pourrons poster la visioconférence pour celles et ceux qui voudront la regarder en différé sur nos chaînes YouTube. Voilà, merci beaucoup à tous et à toutes. Merci. Merci beaucoup de votre invitation et merci pour toutes ces initiatives très heureuses de votre association. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. C'était vraiment très intéressant. Merci. Bonne soirée. Oui, bravo pour l'organisation, c'était parfait. Bravo. Et puis, ravie d'avoir fait la connaissance de Madame Bonis. J'ai revu Madame Bonis. Plaisir partagé. J'ai beaucoup apprécié. Je vous remercie. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau. C'était très intéressant. Voilà. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.